Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de ces vidéos sur l'art, l'histoire de l'art et la philosophie de l'art. Pour un petit détour aujourd'hui par l'art égyptien et essayer de voir ce que les connaissances que nous pouvons exhumer d'un cours d'histoire de l'Égypte ancienne peuvent nous apporter dans une réflexion sur les sujets de philosophie qui reviennent classiquement au baccalauréat. Alors d'abord, l'art égyptien, vous vous en souvenez, c'est l'art de l'Égypte ancienne, une civilisation dont l'art s'est maintenu à peu près inchangé pendant 3000 ans. Dans ce pays qui est aujourd'hui l'Égypte, et dans lequel nous pouvons toujours visiter ces pyramides. Je mettrai en fin de vidéo une image avec une légende des pyramides de Gizeh, par exemple, ces pyramides qui sont toujours là. Alors je vous propose de partir de là parce que c'est l'essentiel de ce qui nous reste, de cet art égyptien de la haute antiquité. Ces pyramides, vous vous en souvenez peut-être, ce sont des tombeaux. Ce sont des tombeaux funéraires. Voilà. Donc nous avons là un art qui nous parle des rapports entre la vie et la mort, qui nous parle du passage de la vie à la mort, une mort qui est elle-même comprise comme un passage et non pas comme un anéantissement. Donc si jamais il y avait un sujet sur l'art au baccalauréat qui traita des rapports entre l'art et la mort, eh bien là nous avons un exemple ou une matière tout à fait intéressante. Dans ces pyramides, il y a des momies, il y a des sculptures, il y a aussi des cartouches qui sont sur les murs, à la fois des peintures pour partie et à la fois des textes. Textes écrits dans un langage écrit qu'on appelle hiéroglyphes, c'est-à-dire les signes sacrés, hiéros. Ça signifie sacré en grec. Donc on a un art tout entier tourné vers la célébration du sacré et non pas vers la contemplation esthétique des belles formes. Si l'art est la mise en place, la disposition, l'organisation des moyens en vue d'une fin, eh bien, il faut pour chaque art préciser, définir quelle est sa fin. Et je ne crois pas que la fin de l'art égyptien ait été le beau ou l'expression de la beauté. Les pyramides, les momies n'ont rien de beau. Je ne crois pas, on peut difficilement dire qu'elles cherchent à embellir le paysage. Qu'elles puissent nous impressionner, c'est une chose. Mais ce qui est impressionnant et ce qui est beau, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, ces pyramides nous impressionnent par leur taille, d'ailleurs très différente. Vous le verrez dans la photo que j'ai choisie pour illustrer cette notion de pyramide. Les pyramides de Gizeh sont de taille très différente. Mais que ça puisse être impressionnant, c'est indéniable. La beauté plastique n'est donc pas nécessairement le but de l'art. Et ça, peut-être est-il bon de le rappeler, parce que beaucoup trop d'élèves identifient trop vite, je l'ai déjà dit, mais je le répète, beaucoup d'élèves identifient trop vite l'art et les beaux-arts. L'art est la recherche de l'expression de la beauté. S'agit-il d'imiter la nature? Autre question récurrente dans les annales. Il n'est pas sûr que une pyramide imite quoi que ce soit
qui puisse s'observer dans la nature. Bien que ces pyramides, attention, ne soient pas sans relation privilégiée avec la nature. Elles ont une position tout à fait particulière dans l'espace et je dirais même dans l'univers tout entier puisqu'elles sont orientées selon les étoiles. Elles occupent une place sur le plan cosmologique qui est tout à fait particulière. Donc un rapport étroit avec la nature dans cet art des pyramides, oui, mais une imitation de la nature, imitation, non, le mot ne convient pas ici. Et peut-être est-il important de le dire, parce que quand on pense à l'art, on pense trop vite, peut-être à Michel-Ange, à Dürer, à tous les portraitistes, mais il ne s'agit pas forcément pour l'artiste d'imiter la nature. Il ne s'agit pas non plus forcément d'être original. Nous avons une vision romantique, post-romantique, moderne, contemporaine de l'artiste comme un personnage particulièrement original, dont le prix de l'œuvre est proportionnel à l'originalité d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout le cas de l'art égyptien. C'est un art qui reste à peu près inchangé pendant les 3 millénaires de son existence. Donc c'est un art profondément traditionnel où le génie personnel et l'originalité ne comptent pas. Alors il y a deux ou trois exceptions dans cette longue continuation dynastique de pharaons égyptiens. Je pense à Akhenaton et à son fils Toutankhamon, qui était monothéiste et qui pratique un art un petit peu différent, mais c'est l'exception qui confirme la règle. S'agit-il d'exprimer des sentiments? Eh bien, là encore, rien n'est moins sûr, parce que ici, il s'agit d'une discussion entre le pharaon et certainement le peuple qui le soutient avec l'éternité, avec les dieux auxquels il s'adresse. Le but de cet art n'est pas du tout d'exprimer des sentiments, comme là encore beaucoup trop de candidats le disent dans leurs copies de dissertation, d'ailleurs sans vraiment donner d'exemple. Cet art égyptien ne vise pas à exprimer les sentiments d'un pharaon ou d'un peuple à l'égard de la mort, mais à assurer autant que possible l'immortalité de ce pharaon. Quels sont les moyens par rapport à ce but? Eh bien, les moyens, c'est la construction d'un art capable de résister au temps, l'imputrescibilité du corps lui-même d'ailleurs. Dans ces pyramides, il y a des momies, et vous vous souvenez que ces momies sont des corps qui ressemblent à peu de choses près, l'eau en moins, qui ressemblent à peu de choses près à ce que nous sommes. Donc ce sont des corps qui sont conservés, qui sont dans un état de conservation extraordinaire. Bon, quelque chose a été fait qui visait à permettre à ces corps de résister au temps, à s'approcher de quelque chose qui ressemble à l'éternité. Bon, ça, c'est fait par toutes les techniques qui permettent d'enlever le cerveau, les viscères du corps, etc., à l'assécher progressivement pour lui éviter de pourrir, lui permettre d'atteindre cet état d'imputrescibilité qu'on appelle la momification. Bon, mais il y a aussi, évidemment, dans cette résistance au temps, le travail de la pierre elle-même, travail colossal, un travail technique absolument extraordinaire. On oppose parfois l'art et la technique, comme si l'artiste avait
un vague savoir-faire, une vague habileté manuelle, alors que le technicien et l'ingénieur disposaient d'une véritable maîtrise de la matière. Eh bien, dans l'art égyptien, cette opposition entre l'art et la technique de l'ingénieur est tout à fait inadéquate. Les pyramides égyptiennes ont été faites par des moyens qui restent encore aujourd'hui insurpassables, pour l'essentiel incompréhensibles aux plus grands ingénieurs. Nous ne serions pas capables, au XXIe siècle, de refaire les mêmes pyramides. Donc il est évident que cet art s'appuie sur une technologie extrêmement avancée dont les connaissances nous sont perdues, nous sont inaccessibles. Mais il n'y a pas d'opposition entre l'art et la technologie chez les Égyptiens. C'est tout de même suffisamment particulier pour être noté, remarqué. Bon, pour ce qui est de la résistance au temps, grâce à la pierre, évoquons aussi les sculptures. Sculpture, en égyptien, ça se dit « ce qui garde vivant ». Donc ça, c'est très intéressant. La sculpture est ce qui garde vivant. Et ça nous parle très profondément du statut de la représentation. Quelle est la fonction de la représentation dans l'art égyptien? Que s'agit-il de représenter? Bien, cette représentation n'est pas un effort d'imitation, c'est un effort de conservation de ce qui est vivant dans la vie. Alors nous aurons à reparler évidemment de ce statut de l'image et de la sculpture qui va évidemment faire débat tout au long de l'histoire de l'art. Je pense spécialement au 8e siècle en Europe, après les conciles chrétiens sur le statut de l'image, et puis après la naissance de l'islam aussi, évidemment, ces questions seront à reprendre. Mais il est intéressant de noter que la représentation dans l'art égyptien, c'est ce qui garde vivant. Voilà. Il ne s'agit pas d'imiter. Il s'agit aussi, dans ces pyramides, comme on peut le voir sur les murs, de communiquer avec les dieux. Alors, communiquer avec les dieux, bon, par ces sculptures que je viens d'évoquer, sans doute, qui donnent une image du pharaon, peut-être, ou de ses proches, etc., mais aussi par les cartouches. Par les cartouches dans lesquelles on trouve des images, des dessins de nature, des représentations de la nature, et des textes écrits sous forme de hiéroglyphes. Il est intéressant d'observer que cette communication avec les dieux passe par ces textes qui leur étaient vraiment destinés. Vous savez que les pyramides, aujourd'hui, elles se visitent, mais pendant des millénaires, elles ne se visitaient pas et elles n'ont pas été faites pour être visitées. Ce sont des tombeaux funéraires, encore une fois. Donc ce qui est écrit sur les murs à l'intérieur de ces pyramides est adressé aux dieux. La fonction du langage, c'est bien une fonction de communication, mais tout de même une fonction de communication très particulière, communiquer avec les dieux. Il s'agit de communiquer avec les dieux dans un langage particulièrement épuré, essentialiste, qui gomme tout ce qui pourrait y avoir de variables, de changeants, de transitoires. La pyramide elle-même est une construction géométrique. Et il y a derrière cette idée de forme géométrique l'idée que, on pourrait le dire un petit peu comme l'a dit Galilée beaucoup plus tard, excusez-moi l'anachronisme, mais tout de même, Galilée dit que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Eh bien,
Je dirais que le livre de la nature est écrit en langage géométrique. Ces formes géométriques sont un langage que les dieux peuvent entendre. Donc, une réflexion sur le langage de la géométrie dans cet art sacré, dans cet art funéraire. Par ailleurs, un langage hiéroglyphique. Alors, que sont les hiéroglyphes? Ce sont des schématisations. Le langage des hiéroglyphes est un langage qui cherche à dire l'essentiel, qui cherche à dire ou à écrire l'essentiel, en le symbolisant, en le réduisant à sa plus expressive expression, à l'essentiel. Alors, ce sont des formes schématisées, mais qui nous disent l'essentiel. Là, on a peut-être une définition du symbole comme un langage qui cherche à dire l'être même de la chose. Les choses ne nous sont pas dites sous leur aspect changeant, fluent, transitoire, mais sous leur aspect essentiel. Et cela va évidemment résonner ou donner lieu à beaucoup de réflexions et d'interprétations à travers toute l'histoire de l'art, puisqu'il y a un art symboliste qui commence peut-être là. Et je rappellerai cette définition, sans aller plus loin sur cette question aujourd'hui, mais cette définition que Carl Gustav Jung donne du symbole. C'est l'aspect visible d'une réalité invisible. Alors, ce langage est un langage schématisé qui ramène les choses à l'essentiel, qui tente d'en dire l'essentiel. Néanmoins, c'est un langage suffisamment nuancé dans son expression, dans la création des formes, pour que les ornithologues, par exemple, qui se penchent sur l'examen des cartouches qu'on trouve dans ces pyramides, puissent reconnaître, distinguer, quand il s'agit d'oiseaux, les différentes variétés d'oiseaux qui sont représentées. Donc on va à l'essentiel, mais cet essentiel peut s'accommoder de beaucoup de sophistication et de complications dans le détail. Voilà. Donc on a un art symboliste, je ne dirais pas un art figuratif, parce que c'est un art pour l'éternité, c'est un art qui s'adresse aux dieux, et c'est un art dans lequel le modèle naturel compte moins que la signification. Il ne s'agit pas, pour continuer sur les oiseaux, d'imiter les oiseaux et de les peindre aussi ressemblants que possible. Ce n'est pas la ressemblance qui compte, mais la capacité de ce langage à exprimer la signification même. Prenons par exemple Horus, le dieu du ciel, symbolisé par un faucon, Anubis, symbolisé par un chacal, ou le fait que, par exemple, dans les scènes qui sont représentées, on trouve des personnages dont la taille est souvent disproportionnée. Vous avez des personnages qui sont particulièrement petits. Je vous en mettrai un exemple en illustration à la fin de cette vidéo, avec une petite légende en dessous, sur l'expression de la disproportion. Vous avez des personnages parfois extrêmement petits ou des personnages qui sont à côté d'eux extrêmement grands. Donc on a là manifestement un art qui ne se soucie pas de réalisme, et ça c'est important de le rappeler. Un art qui n'est pas non plus fait pour l'agrément, ce n'est pas un divertissement, l'art n'est pas ce que l'Égyptien s'octroie comme délassement après sa dure journée de travail. Ces pyramides ont manifestement été l'œuvre de gens qui ont travaillé jour et nuit et qui ont consacré non pas
non pas le reste de leur temps libre, mais l'essentiel de leur vie à la construction de ces œuvres. Voilà, notons aussi en passant, pour le dire vite, que ce sont des œuvres sans finalité pratique, hein, à la différence de l'ouvrage de l'artisan, hein, qui construit des murs quand il est maçon, qui fabrique des chaussures quand il est cordonnier, etc. Eh bien là, on a un art sans finalité pratique, hein, tout au moins pour le quotidien de l'existence. On a un art qui n'est pas non plus destiné à l'agrément, et on a un art qui échappe aussi totalement à la question de l'économie et du marché de l'art. Le prix et la manière dont nous apprécions aujourd'hui les œuvres se mesurant à leur prix sur le marché de l'art, il n'en était manifestement pas de même pour les Égyptiens. Nous avons là un art qui est hors de prix, totalement hors de prix, qui échappe à toute évaluation. Du reste, il n'est pas pensable d'acheter une pyramide et le tombeau qui se trouve dedans. Voilà, je crois que avec ces quelques remarques, un petit peu décousues, j'en conviens, mais nous avons dans notre trousse à outils, j'espère, rafraîchi quelques connaissances qui pourraient être utiles à une réflexion sur l'art au baccalauréat ou lors d'une épreuve, même au CAPES ou à l'agrégation.